Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman d'Alex Soll, Les filles du troisième étage. Chapitre 1. Nous sommes les filles du troisième étage. Pas les plus à plaindre, mais loin d'être les plus chanceuses. Nous pouvons dormir jusqu'à 11 heures le matin. Je suis toujours l'une des premières à me lever. Je commence mes journées par une prière face à la fenêtre. À cet étage, aucune ne s'ouvre. Je m'agenouille sur le parquet froid et joins les mains devant mon visage. Anissa est la deuxième à se lever. Elle se frotte les yeux et sourit en me voyant. Elle s'installe en tailleur sur son matelas et commence à détacher ses longs cheveux qu'elle a tressés hier soir. Elle bâille et j'entends son estomac gronder. Nous dormons toutes les 6 côte à côte, sur des matelas jetés à même le sol. Nous ne manquons pas de couettes ni de couvertures. Malgré tout, certains soirs d'hiver, nous rapprochons nos matelas pour nous tenir chauds. Nous sommes au mois de janvier, et cette année est pire que les autres. Seuls le rez-de-chaussée et le premier étage sont chauffés. Peut-être le quatrième, qui sait. Alice et Tania se lèvent à leur tour. Tania se plaint une nouvelle fois que je l'ai réveillée. Elle ne pouvait pas prier en silence. On aurait pu dormir encore une dizaine de minutes. Voyons, murmure Alice pour l'apaiser. Il est presque l'heure. Ne t'énerve pas si tôt. Elles ont 24 ans toutes les deux. Alice a le physique de son tempérament. Un carré blond, un petit nez recourbé, de grands yeux bleus, et elle est d'une douceur surprenante. Je ne l'ai jamais entendue hausser la voix. Elle me fait souvent penser à un ange maudit. Tania est plus difficile à décrire. Un jour, je pense qu'elle a été belle, mais pas depuis qu'elle est ici. La peur et la colère ont transformé son visage, créant des rides autour de ses yeux et creusant ses joues. Elle est plus directe, impatiente, rebelle. L'éclat de colère dans ses prunelles tient à l'écart les autres filles, sauf Alice, pour une raison obscure. Tout les oppose, et pourtant, elles sont inséparables. Anissa se lève pour aller à la salle de bain. C'est la plus âgée de notre groupe. Elle est aussi la plus grande et prend soin des autres comme une mère pourrait le faire. Lorsqu'une nouvelle arrive, c'est elle qui lui explique comment fonctionne notre étage. Contrairement à Tania, dont le corps porte désormais les marques de notre enfer, Anissa demeure insolente de beauté. Non pas qu'elle ait été épargnée, aucune de nous ne l'a été, mais elle possède une assurance et un charisme que beaucoup lui envient. Je plie, mais je ne cède pas. Et puis il y a Manon et Claire. Elles sont à peine plus jeunes que moi, 20 ans. Et ce matin, Manon reste sous sa couette, tandis que Claire tente de la lui arracher pour la forcer à se lever. Manon a passé une mauvaise soirée, très mauvaise. Nous la sentons toute abandonnée. Elle ne se défend plus, ne tente plus de protester, ni de dénoncer. Nous avons essayé de lui parler et de la motiver, en vain. Ne nous fais pas arriver en retard, la presse Claire. Tu ne peux pas me faire ça. Là où Manon abandonne, Claire, de son côté, redouble d'ambition et d'espoir. Elle est la seule à croire que certaines soirées se passeront bien et que le meilleur est à venir. En même temps, nous vivons déjà le pire. Elle n'a peut-être pas tort, mais sa tendance à normaliser notre enfer m'interroge. N'a-t-elle pas conscience que ce que nous vivons est anormal? Manon râle en remontant ses jambes contre elle. Son t-shirt se soulève et dévoile un large hématome sur son flanc. Il est nouveau et paraît extrêmement douloureux. Elle rouvre les yeux, croise mon regard, puis rabaisse son t-shirt comme si ce geste pouvait effacer ce qu'il y a dessous. Je passe une main sur le collier autour de mon cou. Métal lisse, froid, refermé dans ma nuque par un cadenas. Discret, mais sans équivoque. Anissa est la première à sortir de la salle de bain et à s'habiller. La journée, nous pouvons porter des vêtements amples et confortables. Du moins, le plus souvent.
Certains jours, Madame demande à ce que nous soyons prêtes dès le réveil. Certains jours sont spéciaux, mais cela n'est pas arrivé depuis plusieurs mois. Un bip électronique retentit près de la porte. Par réflexe, je touche le collier autour de mon cou. Un des gardes, imbécile 2, fin de trentaine, large d'épaules, aux cheveux courts coupés en brosse, ouvre la porte à Anissa. Elle sort tandis qu'il rentre, un boîtier à la main. Je n'y fais plus attention, mais Alice frémit. Bon matin, les roses, lance-t-il en souriant. Il s'est rasé de près ce matin. Un petit bout de mouchoir ensanglanté est encore collé près de son oreille gauche. Je me tourne vers la fenêtre. Il fait gris à l'extérieur. La brume recouvre le sol du domaine. Les beaux jours, quand le ciel est vraiment dégagé, je vois presque les montagnes à l'horizon. Anissa revient quelques minutes plus tard, avec un premier plateau dans les mains. Elle le pose à même le sol et ressort. Elle fait ainsi 3 allers-retours pour nous apporter à toutes notre petit déjeuner. Lorsqu'elle a terminé, imbécile 2 s'éternise. Il reste assez longtemps pour que l'inquiétude se propage comme une onde parmi les filles. Elle s'agite, se lance des regards nerveux. Mais Anissa et moi demeurons impassibles. Il ne passe presque jamais à l'acte. Il a bien trop peur de monsieur. Presque jamais. Anissa s'assoit en tailleur devant un des plateaux repas et se sert. Je l'imite, ignorant ainsi superbement le garde sadique qui se repaît de notre malaise et de notre peur. Il finit par sortir, sans un mot. Alice vacille encore lorsqu'elle s'installe avec nous. Tania la réconforte d'une main sur l'épaule. Je tourne la tête vers Manon. Elle n'a pas bronché, n'a rien dit. Ce garde, autrefois, la faisait trembler, rien qu'en entrant dans la pièce. Aujourd'hui, rien. Claire aussi perçoit ce vide dans ses réactions et ne la quitte pas des yeux jusqu'à ce que Manon, d'un simple signe, l'incite à manger. Le petit déjeuner se déroule en silence. Anissa rapporte les plateaux lorsque imbécile 2 vient ouvrir 30 minutes plus tard. C'est l'heure du ménage. Imbécile 1 rejoint son collègue et il nous escorte toutes jusqu'au premier étage, où nous avons passé une grande partie de la nuit. Plus massif qu'imbécile 2, plus discret en apparence, imbécile 1 parle peu, mais son silence est trompeur. Son regard étudie, enregistre, devine. Il voit tout, sait tout dans la maison, et c'est ce qui le rend dangereux. Nous empruntons l'escalier, qui ne mène pas au deuxième, mais débouche directement sur le premier étage. Celui du deuxième, lui, descend au rez-de-chaussée. Impossible de circuler entre les étages, autrement qu'en prenant l'ascenseur. Mais ça, ce n'est pas pour nous. Seuls les imbéciles, monsieur et madame, ont une carte magnétique qui les y autorise. Les clients sont toujours accompagnés, mais ont besoin de leur propre badge pour accéder à l'ascenseur. C'est un système un peu complexe, surtout pour les nouveaux clients, mais un système qui fonctionne. Imbécile 1 n'est pas loquace, mais au moins il n'est pas aussi vicieux qu'imbécile 2. Cependant, je préfère encore avoir affaire à eux plutôt qu'à imbécile 5. Cela fait des mois que nous ne l'avons pas vu. Le deuxième et le troisième étage lui sont désormais interdits, et je doute qu'il ait accès au quatrième. Dans le couloir, de grandes panières à linge attendent d'être remplies et emportées à la buanderie. C'est le travail d'Anissa, son privilège en tant que plus ancienne. Elle n'a pas à récurer les chambres. Certains jours, ce ne sont que des draps trempés de sueur et de sperme à retirer, des coups d'aspirateur et de serpillière. D'autres jours, il faut frotter les murs, changer les matelas, étouffer l'odeur du sang. Alice et Tania, comme d'habitude, partent travailler ensemble au bout du couloir. Manon et Claire entrent chacune dans une chambre différente, mais pas sans que Claire jette un regard inquiet à son amie. Je vais plus vite lorsque je n'ai personne à surveiller. Alice, aussi gentille soit-elle, n'y voit pas très bien, et il faut constamment passer derrière elle. Quant à Tania, elle prend un malin plaisir à laisser des traces en espérant que les clients se plaindront à monsieur. Un jour, elle aura de gros problèmes. Avec Manon et Claire,
Je n'ai jamais besoin de vérifier deux fois. Le travail sera fait et bien fait. Je pénètre dans l'une des chambres où j'ai travaillé hier soir. Je ne l'aime pas, celle-ci. La fenêtre donne sur la cour intérieure, enfermée entre les murs, loin de la forêt. Je préfère voir les arbres. La maison est grande. Chaque étage comporte une vingtaine de chambres, dont la plupart ne sont jamais visitées. Quand madame est de mauvaise humeur, elle nous les fait toutes nettoyer. On pourrait penser que ce type de lieu n'existe que dans les films d'horreur. Et pourtant, combien de filles vivent les mêmes choses que nous dans des caves, des immeubles en pleine ville, des entrepôts. Un des gardes nous a un jour confié que nous avions la chance de ne pas avoir été drogués. Je ne sais pas si c'est vraiment de la chance. Je défais le lit et entasse le linge sale dans un des bacs vides. Anissa s'en occupe immédiatement. Elle glisse le bac dans le monte-charge, juste assez grand pour l'accueillir, puis prend l'escalier pour le retrouver au troisième étage, où se trouve la buanderie. Je m'occupe de la première chambre, passe à la deuxième, puis en nettoie deux autres pendant que les filles traînent. Je ne les comprends pas. Moi, je préfère patienter jusqu'à la soirée dans notre chambre plutôt qu'ici. J'ouvre une fenêtre pour aérer. Cette chambre sent fort le sexe et le sang. Je ne sais pas qui y travaillait hier soir, mais c'est un carnage. Les draps sont déchirés, des tables renversées, le lit est même décalé du mur. Des jouets et des chaînes jonchent le sol. Manon, c'était toi? Instinctivement, je regarde dans le couloir à la recherche de sa silhouette. Pourquoi faut-il qu'elle attire toujours les plus violents? Probablement parce qu'elle encaisse mieux que les autres, sans jamais tenter de se défendre. Elle se relève, se tient droite et patiente pour le prochain coup. Madame sait que je me défendrai, que Tania préférerait mourir que de se laisser faire, qu'Anissa leur jetterait ce regard qui les pousserait à la tuer, qu'Alice succomberait sous les coups, et que Claire, oh, Claire tenterait d'obtenir quelque chose en échange. Je pose mes deux mains sur le rebord de la fenêtre et inspire à plein poumon. Le froid pique mes joues. Je souris. Je me penche en avant pour sentir le vent sur mon visage. Puis encore un peu. Mon collier émet un bip strident et je recule. Dommage. Au premier, les fenêtres ne sont pas verrouillées, ce qui nous permet de respirer l'air frais au moins une fois par jour. Bien sûr, au troisième et au deuxième, impossible de les ouvrir. Je me demande ce qu'il en est au quatrième. Après avoir terminé cette chambre, j'essuie mon front transpirant du dos de la main, puis glisse mes doigts sous mon collier. Ma peau démange dessous, irritée par les pointes métalliques incrustées à l'intérieur, celles qui transmettent l'électricité. Je le porte depuis mon premier jour ici. Madame ne me le retire que pour changer les piles et me le remet aussitôt. Le ménage dure jusqu'à la moitié de l'après-midi, puis il est l'heure de retourner dans notre chambre. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi nous devons dormir tout ensemble, vu la taille de l'étage. Je suppose qu'ils ont leur motivation. Je ne vais pas me plaindre. Sans la présence des autres, je ne sais pas combien de temps j'aurais tenu. Là est peut-être l'explication. Nous donner une raison de vivre. Nous étions bien plus nombreux avant. 10, entassés dans cette chambre. Et le troisième étage comptait encore 4 autres pièces pleines. Aujourd'hui, il ne reste plus que nous 6 au troisième étage. La rumeur la plus crédible veut que monsieur ait augmenté ses tarifs pour donner au lieu une apparence plus exclusive. Qu'est-il arrivé aux autres filles, alors? Le bip d'ouverture de la porte retentit, et Imbécile 1 entre pour sa mission de contrôle. Heureusement, il ne s'agit pas d'Imbécile 2, qui apprécie trop jouer avec la pudeur des filles. Manon a assez souffert. Nous nous mettons nus, en ligne, chacune devant notre matelas. Notre seul vêtement, notre collier. Imbécile 1 nous inspecte, nous demande de lever les bras et grimace devant le bleu sur le flanc de Manon. Qui? La questionne-t-il. Le troisième. Imbécile 1 réfléchit. Voilà pour ce court extrait. Si vous souhaitez connaître le destin de ces filles du troisième étage, n'hésitez pas à vous procurer cet excellent roman Les filles du troisième étage d'Alex Soll.